RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'accueille pour l'émission de ce jour Jean-Marie Lette qui est notre invité. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Alors Jean-Marie, la semaine dernière, on a eu l'occasion de faire un bilan quantitatif de la campagne 2024 en ce qui concerne les récoltes d'été. Et on a dit très clairement la récolte la plus catastrophique qui soit depuis plus de 40 ans. Et on avait en mémoire 2016 qui avait été une très mauvaise année. Et là, c'est pire que 2016 sur le plan des quantités. Or, la question, bien sûr, est importante parce que le revenu d'un agriculteur est d'abord composé par une composante qui est la quantité, par laquelle il livre un produit et ça lui fait une livraison à un certain prix, et le multiplicateur, c'est ce qu'on appelle le produit brut pour la culture, et le produit brut permet d'avoir un des éléments du bénéfice sur lequel on déduira toutes les charges qui ont été engagées pour obtenir la culture. Et donc la question qu'on se pose là aujourd'hui, c'est où en sont les cours, puisque qui dit mauvaise récolte dit normalement moins de stocks mondiaux et peut-être une augmentation des cours qui va compenser la perte de quantité. Alors est-ce que c'est le cas ? Alors, effectivement, comme vous l'évoquez, les marchés aujourd'hui sont mondialisés. C'est-à-dire que le rendement fait localement ici en Champagne, il influence assez peu le prix mondial. Alors, qu'en est-il de la production mondiale de blé ? Eh bien, elle sera en recul. Elle sera en recul, notamment parce que la France, bien sûr, mais aussi l'Europe a fait des rendements plutôt assez moyens, voire mauvais en France, et l'Ukraine, la Russie, va aussi faire moins de production que l'année passée, même si on sait que depuis 2 ans, l'Ukraine-Russie avait des rendements, ont fait des productions exceptionnelles. Là, on revient à peu près dans la norme pour ces 2 pays-là. Par contre, l'Amérique du Nord va faire sans doute un bon rendement. Donc la production mondiale de blé, elle sera plutôt un peu en retrait. Et les stocks ? Parce qu'il y a toujours la question du stock quand même. Donc les stocks, eux aussi, ils seront plutôt en baisse. C'est-à-dire qu'on aura cette année, ils étaient assez confortables l'année dernière, mais on aura cette année un peu plus de consommation que de production. Donc on va avoir des stocks qui seront en recul. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les cours, si je puis dire. Ça, c'est une Peut-être pas pour les consommateurs, mais en tout cas pour les producteurs. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs, mais il faut y mettre un bémol. Il faut y mettre un bémol parce que en fait, aujourd'hui, les céréales, c'est le prix du blé, il dépend aussi des autres céréales, et notamment du maïs. Parce que on sait qu'il y a des substitutions qui sont faites dans l'alimentation animale où on va aller chercher finalement le produit le moins cher parmi l'ensemble des céréales. Et en maïs, on a des projections de production qui sont à des niveaux records. Notamment, le plus gros producteur, ce sont les États-Unis, et il y a une perspective de récolte aux États-Unis assez exceptionnelle en maïs, si bien que finalement, faut se rappeler que on a dit à notre dernière émission, en France, on va avoir beaucoup de blé fourragé, tout simplement parce qu'on a du déclassement. Et ces blés fourragés, ils vont rentrer finalement en compétition avec notamment la production de maïs qui est assez importante au niveau international, si bien que on va pas forcément avoir des cours extrêmement élevés du fait de ces substitutions possibles entre le maïs et le blé. Mais dans les cours du blé, est-ce qu'il y a une distinction qui est faite entre celui qui a vocation meunière et celui qui a vocation fourragère ? Est-ce qu'il y a des interactions entre les cours des deux ? Alors bien sûr, il y a des cours qui sont différents entre le fourrager et le meunier. Et cette année, il est vraisemblable que l'écart entre les deux sera plus important puisqu'on a assez peu de blé meunier en France.
Donc on va avoir vraisemblablement des cours de blé meunier qui vont plutôt être assez bons, et par contre un prix du blé fourragé qui sera en compétition avec le maïs international qui sera lui nettement moins bon. Donc il y aura une distinction plus forte cette année sur le marché en ce qui concerne les cours du blé, en fait. Voilà. C'est ça que j'entends. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir qu'effectivement la capacité à se substituer dans les utilisations qui sont faites des céréales a un impact sur les cours et qu'il faut plutôt raisonner sur un panel, quoi. Tout à fait. Pour avoir une idée de ce que ça va devenir. En tout état de cause, on va quand même être dans une situation un peu spéculative. Tout à fait. Oui. Compte tenu de cela. En ce qui concerne l'orge, notamment avec cette perte de qualité quand même assez considérable, et notamment la finalité de l'orge de faire du malt pour la bière, est-ce que là aussi il va y avoir, est-ce qu'on peut voir les tendances qu'il va y avoir sur les cours? Alors les tendances aujourd'hui, on constate que les malteurs ont les quantités qu'ils demandent. C'est-à-dire on a dit qu'il y avait effectivement des mauvais rendements, des mauvais taux de brasserie, mais il y a eu une quantité d'orge semée au printemps beaucoup plus importante que les autres années. Tout simplement parce qu'un nombre d'agriculteurs importants n'ont pas réussi à semer leur blé à l'automne. Ah oui, c'était terrible. Certains pensaient semer de l'escourgeon après du blé. Ils n'ont pas pu semer du blé tellement c'était humide, pas moyen de rentrer dans les champs, et on a mis de l'orge de printemps. Exactement. On a remplacé tout ça par de l'orge de printemps, si bien que, en fait, la surface compense finalement les mauvais rendements, et on a un prix de l'orge assez moyen qui n'est pas du tout spéculatif. On l'estime aujourd'hui à un petit 200, entre 190 et l'impact euros qualité, il joue fortement sur les cours? Bien évidemment, la brasserie, il y a un écart de l'ordre de 15 euros par tonne, 15 à 20 euros par tonne, entre le prix brasserie et le prix fourrager. Et si on parle des cours de l'huile de colza? Alors le colza, là encore, comme pour le rendement d'ailleurs, la décote par rapport à la moyenne sur 5 ans, elle est plus faible que pour les autres cultures, tout simplement parce que on est déficitaire en colza, on a l'habitude d'aller en chercher notamment dans les pays de l'Est, Ukraine, Russie, puisqu'il y a un embargo sur la Russie. Et les rendements, notamment en Ukraine, mais aussi dans toute l'Europe de l'Est, Roumanie, etc., ne seront pas bons cette année, si bien que le prix du colza, il reste quand même à un niveau correct. Et le fait que des agriculteurs ont été gênés dans les semis de colza et qu'ils aient semé au printemps du tournesol, est-ce que le tournesol vient en concurrence ou pas par rapport au marché? Bien sûr, là on est sur le prix de l'huile, et l'huile, effectivement, c'est un tout entre le colza et le tournesol. Donc des prix quand même qui restent bien tenus. Il faut le dire, on a des prix qui sont d'un bon niveau et qui semblent pouvoir être stabilisés à ce bon niveau pour la campagne en question. On n'a pas parlé du sucre et donc de betterave où on pourrait avoir une bonne récolte de betterave. Alors on a effectivement, on l'a dit, les rendements betterave devraient être à peu près corrects. Le prix du sucre, il est en train de baisser, mais les sucreries, elles se sont plus ou moins engagées sur un niveau de prix de 40 euros, qui est un prix quand même relativement élevé. Donc on espère qu'elles pourront tenir ce prix-là grâce à leurs engagements, on va dire, de pré-récolte. Et effectivement, si on a un bon rendement avec un prix de 40 euros, ça devrait être correct en betterave. Alors, dans une exploitation de notre région, le revenu de l'agriculteur, il est fait par la diversité des cultures qu'il y a dans sa ferme. Donc, on a des cultures avec récolte de thé dont on vient de parler. Et il nous reste à récolter pour l'agriculteur, les récoltes d'automne. Et est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on commence à avoir une idée de l'impact de cette récolte catastrophique sur le plan des récoltes d'été sur le revenu? Oui, alors des projections ont déjà été réalisées, effectivement. Avant d'arriver au revenu, on peut dire un petit mot des charges. Les charges, il y en a certaines qui baissent. C'est notamment le prix des engrais et du carburant. Il faut se souvenir que 2022-2023, on avait atteint des sommets
sur ces deux postes-là. Bon, c'est vrai que quand on fait le plein aujourd'hui, on le fait avec le sourire. Ça a sacrément baissé. Tout à fait. Donc on a une baisse qu'on estime de l'ordre de 20 à 25% sur la récolte 2023. Par contre, il y a d'autres charges qui continuent leur hausse. Les fermages vont augmenter de plus de 5% cette année. Et puis, il y a eu quand même pas mal d'investissements qui ont été faits en 2022-2023 parce que c'était des bonnes années. Et on aura aussi des amortissements qui seront eux aussi en hausse. Compte tenu de tout ça et compte tenu de la mauvaise récolte qu'on a vue tout à l'heure, on va avoir des revenus 2024 qui seront mauvais. Et qui seront à peu près la même chose que ce qu'on a connu en 2016. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que quand la nature nous offre pas une bonne récolte, les charges qui ont été engagées sont pratiquement les mêmes. Et quand la récolte est catastrophique en quantité, il n'y a pas beaucoup d'économies de charges qui sont réalisées à la clé. Les charges, elles sont faites avant la récolte. Donc les estimations qui sont faites, c'est un revenu en Champagne qui serait de l'ordre de 100 à 300 euros par hectare. Qui resterait positif quand même. Qui resterait quand même positif, même si la moyenne 5 ans elle est plutôt à 600-700 euros. Et par contre, en Brie et dans l'Est, on aura en moyenne des revenus qui seront négatifs. Qu'on estime entre 0 et moins 200 euros hectare. Donc la perte c'est 300-400 euros de l'hectare, c'est ça Voilà, oui. Et donc en fait c'est quand même très important et ça va sans doute poser pas mal de questions et de problèmes à un certain nombre d'agriculteurs. Et donc les cultures d'automne pourraient quand même permettre de se refaire un peu, mais les projections ont été faites sur la base de quantités qui vont plutôt être bonnes, celles qu'on a indiquées la semaine dernière, et de prix tels qu'on vient de les indiquer aujourd'hui pour ces cultures d'automne. Voilà, on peut noter effectivement aussi un écart important entre la Champagne et les autres régions. C'est simplement lié à la diversification de l'assolement. C'est-à-dire qu'en Brie, on a très peu de cultures d'automne. On a surtout des cultures d'été qui ont été catastrophiques cette année. On fait blé, colza, schématiquement. Oui. Voilà. Alors qu'en Champagne, grâce aux cultures diversifiées, notamment les betteraves, la luzerne, les pommes de terre, eh bien, on a réussi à sauver la mise finalement par rapport à la Brie. Donc, on retiendra un très mauvais revenu pour cette année 2024 pour les agriculteurs de notre région, qui heureusement ont fait des bons revenus ces 2 dernières années. Voilà, on se quitte sur cette note optimiste et on reviendra sur la question de la gestion de la crise dans une émission prochaine et on vous dit à très bientôt sur RCF. Merci Jean-Marie, écoutez-nous le mercredi à 13h45 et le samedi à 17h30. À très bientôt.